First of all, again, like yesterday, I would like to thank especially Bread for the World for hosting us again. This has been a very good experience. As I confessed to some yesterday, it's my first time in Berlin, which is surprising for even for myself. I've been many places, but not here. And of course, I also want to thank Beatriz Gorres and CF, well, in English is CAPE, right? And CAPE for also co-hosting, well, not co-organizing, you're not hosting, but it's almost like that. Beatrice and me have a long story, and like very good relationships, it starts in a very different place where it ends. And through those years, probably not on the first ones, but after that, we spoke about a seminar like this many times. So I know how important for her and for Bread for the World this seminar is, and I'm so glad that it's finally taking place, Beatrice. You deserve this. You've been fighting a lot for the understanding of the activity of fisheries and the interaction between the external fleet of the European Union in many of its ways, and that is what we will study today, and the local populations. And I think you made us understand as an industry a lot. So I thank you for that. Personally, I have to say, I am manager of a fishing company besides doing this. And I started, my first job was in a Spanish-owned company in Argentina, where I started 1.5 years. And then I have one of the luckiest things in my life, which is to move to Namibia, where I spent 2 years. And that was probably 2 of the best years of my life. I learned so much, and that is also why this is a very special event for me. I think the interaction of cultures, whether it's through investment or any kind of relationship, always has the possibility to enrich us, but it has to be done responsibly, and it has to be done very awake and aware of what we are doing on both sides, and most importantly, with respect. And that is, I think, the key for everything, to respect local traditions, local needs. And that is a little bit what we are going to study today here. And hopefully, that is the intention, set a small start to start this debate internationally. It is a debate that is very much on the international sphere, how to do joint investments and foreign investments in third countries, and to do so responsibly. Our aspiration is that whatever comes out of today's conclusions can be used to maybe one day be the basis for international guidelines of investment. Just one more thing is, we have to remember that if we look at the history of humanity, and I'm sorry to get like that, but it is determined that collaboration started really with food production. That is what changed the course of nature of humans. And that is what is here. But we cannot forget that that was based on collaboration, as I said, and a real integration of communities. And that is, I think, what we should aspire to be, a global community that takes care of everybody's interests and everybody's needs, as I said at the beginning. So the objective of this seminar today, going down to a more concrete speech, is to analyze the implementation of the framework and ensure that investments of European fishing companies in third countries are sustainable, benefit the populations of these countries, and hopefully, and also, let's all be honest, why it contributes to the supply of European markets without depletion of the local markets. Today, we will study successful case studies for different countries and show the reality of these fisheries investments, hopefully portraying its sustainability. Also, we will study some problems arising from joint ventures with EU operators or non-EU operators, and see how the shortcomings can be addressed and how dialogue can solve them. And the final objective of this seminar will be to understand each other's points of view and start a fluid communication about this topic, with the hope of having a better understanding of the problems that the fishing industry and local communities have. The event brings an opportunity to start a dialogue to build a base for a future framework to ensure a long-term sustainability of this type of enterprises, as well as the respect of small-scale fisheries in Africa. I am now shutting off and giving the floor to a much more interesting panel. Beatrice, it's all yours. Thank you. Merci,
Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous au nom de la Coalition pour des accords de pêche équitable, dont je suis la coordinatrice, et aussi saluer les membres de notre coalition qui sont au présent aujourd'hui, Pain pour le Monde notamment, qui est notre hôte, et aussi la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale, la CAOPA, qui a une délégation. Comme Ivan l'a dit, la première chose pour commencer un dialogue, c'est d'avoir une meilleure compréhension des uns et des autres, de nos positions, des enjeux que nous voulons discuter. Et donc, dans ce premier panel, ce qu'on veut examiner, c'est le cadre dans lequel se mettent en place les sociétés mixtes de pêche en Afrique. Et donc, pour cela, on va essayer de comprendre un petit peu quel est l'intérêt d'abord des pays africains à avoir ces sociétés mixtes. Ensuite, on verra un petit peu le cadre légal dans lequel elles se mettent en place. Et enfin, on verra aussi quelles questions, quels enjeux cela pose au niveau de l'Union européenne. Voilà, et donc en premier, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Dr William Saleh, qui est la directrice du bureau BIRA de l'Union africaine et qui va donc nous présenter un petit peu le point de vue des pays africains. Donc, quels sont les enjeux pour les pays africains d'avoir des sociétés mixtes durables qui soient aussi, qui agissent, comme l'a dit Ivan, dans la transparence et dans le respect de la pêche artisanale locale. Madame Dr Saleh. Thank you so much. Good morning, everybody. I'm so pleased to be here to participate in this seminar to set the framework for the African position for the joint ventures. So my presentation for today will be very brief. It's not working. Okay, yeah. That's too brief. Yeah. So this is the outline of the presentation. Just a brief about the fish production and trade in Africa and the access agreement for the joint ventures, the current and historical trends in Africa, joint ventures with foreign partners, and what are the socio-economic benefits of those joint ventures agreements to the African states and the African Union vision according to our policies and strategies. So for those who doesn't know, African Union Inter-African Bureau for Animal Resources, it's a specialized technical office under the Department of Agriculture, Rural Development, Sustainable Environment, and Blue Economy of the African Union Commission. And this office is based in Nairobi, and it's established in 1951. The first aim was to eradicate the rinderpest from the continent. And then the mandate evolved to cover all the animal resources, including wildlife, livestock, fisheries, and bees as well. So our mandate is to support and to coordinate the sustainable development and utilization of the animal resources and to enhance the nutrition and food security in the continent. Our guiding instruments in the African Union Inter-African Bureau, first, the Agenda 2063 for the whole Commission. And for fisheries, we have the policy framework and reform strategy for fisheries and aquaculture in Africa. The blue economy strategy. Beside, we have the livestock development strategy for Africa. Here we will be dealing with the blue economy strategy and the policy framework and reform, of course. So in general, in Africa, we have lots of small scale holder fishermen, and we have women working in the processing. We have some industrial fisheries in the marine production in particular. And the annual fish export from Africa is equivalent to $6.9 billion, while the annual fish import valued 5.6 billion. And the fish per capita consumption is 10 kilograms, comparing to the global 23 is so low, and less than the average. And for that, we are trying to make the fisheries production sustainable and to ensure that our African citizens can be sufficient in terms of fisheries consumption. So speaking about the joint ventures and fisheries access agreement, it's an access agreements and thus sound understanding of joint ventures landscape
also requires a basic understanding of fisheries access agreement. So the United Nations law of the Sea Convention coastal states grant foreign entities access to surplus the fisheries resources of the exclusive economic zone of the coastal states, as these resources are the exclusive property of the coastal states. So the coastal states may impose conditions on the access under the law of the Sea Convention, of course, and they are issuing licensing, landing obligations, crew composition, transshipment, carry observers on board, and whatsoever. The granting access usually in the form of license fees, royalties, support to sector development. So the example is we need to make sure that we are strengthening our monitoring, control, and surveillance for the coastal areas. And the public bilateral fisheries agreements concluded between the flag states and the coastal state, like EU refers to the agreement as a Sustainable Fisheries Partnership Agreement. So currently in Africa, EU has 11 agreements or Sustainable Fisheries Partnership Agreements in force with African coastal countries. The joint ventures usually involve private agreements between two enterprises, between national company and foreign ship owner, and chartering of foreign vessels by national ship owners. So this table is showing the different 11 agreements between the EU and the African coastal states. The 11 countries are Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gabon, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Sao Tome, Senegal, Seychelles, and Gambia. And in the table, you may see also the support given through this EU annual contribution to the fisheries and the other related sector. Current and historical trends in Africa for marine fisheries for the joint ventures. Joint ventures arrangements are in different forms in Africa fisheries. So you will have agreements between private sector, foreign partner, or multilateral organizations or institutions, and state-owned partners, the local partners. This, we call them fisheries access agreement, are often important here. And the agreement between a private sector, foreign partners, and private sector, local partners with no active government assistance sometimes, or interest or participation. At 2023, most African joint ventures are negotiated with companies from China, Korea, and Japan, with a focus on trawl fishing or shrimp and demersal fish resource. So a few are for cold storage and fish processing and aquaculture. Most coastal states in West and Central Africa, example, Ghana, Sierra Leone, Cameroon, for instance, has many such joint ventures with Chinese and Korean companies. Most land-based employees are of the local country, but all, I don't know, it keeps interrupting. But over half of the fishermen nationalities are of the vessel owners. In general, joint venture vessels must be registered and licensed locally and must agree to use local goods and services, example, use of harbor and bunkering for fuel. We arrived to the socioeconomic benefits of joint ventures to African coastal states. We are trying to brief them into number of activities. So first of all, the foreign exchange revenue generation through the license and earnings by the coastal states. The second is the commitment to the support or strengthening the sector. Example, artisanal fish landing site development, strengthening monitoring, control, and surveillance, capacity building in fishing gear technology and fish technology, the ownership of the resources and payment for participation, which we call them royalties, by joint ventures partners, and also contribution to the food security, which we are looking for through fish supplies in the market. This obligation of local
discharge of certain percentage of fish catch. The other socioeconomic benefit is the provision of bunkering and port services for fuel, water, and ice. This will create employment and increase revenue either for the government or for the private sector. The revenue from the vessel flagging and registration payment of dividends to local partners and reinvestments of profits. There is also multiplier effects and linkage across associated parts of the economy, contributing to the GDP of the coastal states and the infrastructure development. Some of the social benefits to the communities of the fishing people, hospitals, schools, and also, and I think this is one of the most important, transfer of skills and knowledge and experience from foreign partners with spillovers in other areas of the economy. Example, the business enterprise management, the financial management, the corporate social responsibility, in addition to the fisheries sector. So what is the African Union vision for the fisheries joint venture in 21st century? So the formation of the joint ventures in African fisheries is often based on very limited knowledge of the ecosystems. And this is the main concern for the African Union, to address the resources and the dynamic of the local fisheries sector. The lack of information in a state of encouraging foreign investors and host country institutions to exercise caution has often led to investments that are contributing to the damage to the conservation of the fisheries resources and harming the future of the coastal communities that depend on them. So for that, we have 5 key issues in our vision as African Union. The first one to be considered is the regulatory compliance. Joint ventures must first adhere to the relevant national and international regulations governing fishing activities and the environmental protection, labor standards, and other aspects of marine resource management. They should consider also the prohibited fishing areas and the seasons for fishing, to carry government observers or inspection on boards to make sure and verify that everything is done legally, and to complete logbooks and record of fishing activities. The third, joint venture should support the coastal state acquisition of information critical for making informed management decisions and implementing sustainable fishing practices, measures to prevent overfishing, to protect critical habitats and to reduce bycatch and discards, and to support research and monitoring and control and surveillance of the coastal areas. Establishing joint venture within the context of the overall blue economy growth of the African Union coastal states. And the second point to be considered at the regulatory is there's some fundamental principles to ensure that a clear balance between pursuit of economic interest and the protection and the conservation of the marine resources is there. The most important requirement is a sound estimation of the available resources, the size of the biomass of fish stocks, and what the resources can sustainably yield. So first, provision of adequate financial return to the African partners to be ensured, firm protection of the food security interests of the African Union member states in general, and in particular, those local communities that are depending on the marine resources targeted by the joint ventures. The social, corporate, and ecological responsibilities, including minimal impacts on other fisheries in exclusive economic zone, including small-scale fleets, and expanding the horizons for equal participation of women in all aspects of fisheries, joint ventures arrangements, and as well as national supply chain, including equal pay and equality of opportunity. The third point composing the African Union vision is the infrastructure development. We see that joint ventures should participate or contribute
for building up the capital and infrastructure stock of the African Union member states where the joint venture is located, through the development of fishing infrastructure such as ports, harbor, cold storage facilities, and where relevant high-quality processing plants. The fourth point before the last is the technology transfer. Joint ventures should introduce ecologically appropriate fishing gear meetings, both high environmental management standards and climate change mitigation objectives, including low emission and high fuel efficiency. And the second point is to contribute to the capacity building of the ministry personnel, industry personnel, and appropriate disciplines. The last one is the market access. We are looking to joint ventures to support also and to provide companies based in the African Union member states with access to the market through the distribution networks and marketing expertise of the international partners. Products caught or processed by the joint venture must therefore meet relevant EU quality standards, and the African Union would expect that joint ventures would also assist with obtaining key fisheries certifications, such as those granted by the Marine Stewardship Council. I think by this I end my presentation. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Salih, for sharing these comments, but also the vision that you have for joint ventures. I think it's really important. What I really take from your presentation, apart from all the concrete proposal, is also the strategic objective of fisheries, which is also contribution to food. I think this is really something we need to keep in mind when we discuss what we are going to discuss today about joint ventures, about the role of fisheries. I think fisheries, fish is the first food, and it needs to be considered as such. And with a growing population and the availability per capita being already lower than the international level, I think this is really something really important for us and for our discussion. What you also underline is the importance of observing laws and regulation and standards. And I think to do that, I now turn to Dienaba Bey, because she will tell us a bit more about the legal framework for joint ventures in Africa. So Dienaba Bey is a lawyer specialized in fisheries and environmental laws. She has been working for various international bodies like UNESCO, like also the Sub-Regional Fisheries Committee, Commission Sous-Régionale des Pêches in West Africa. Only one example, because I know so many of us have been following that with interest some years ago, is the fact that Dienaba was a lawyer in front of ITLOS back in, I think, 2015, to defend or to explain the questions of the Commission Sous-Régionale des Pêches in terms of the fight against IUU. So that's a case that we all followed, which precise the responsibilities of the coastal state, but also of the flag states in terms of the fight against IUU. So she's very she's very knowledgeable about these issues, and I will give her the floor now to explain a bit more about the legal framework of joint ventures. Thank you so much. The floor is yours. Merci Béatrice. Donc, il m'a été demandé de vous présenter les aspects juridiques de la constitution des entreprises de sociétés mixtes en Afrique. Et pour cela, je vous présente brièvement le plan que je vais suivre. Je vais d'abord vous présenter un acte très important en Afrique qui détermine les modalités de création d'une entreprise de société mixte en Afrique, qui est l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et sur les GIE en Afrique. Cet acte a été mis en place par ce qu'on appelle l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ensuite, on va aborder la question des instruments juridiques sur la pêche qu'il faut prendre en compte pour créer une société mixte de pêche en Afrique. Et après, je vais aborder quelques cas spécifiques en Afrique, quelques cas de réglementation nationale et enfin, je vais vous faire des réglementations.
L'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique. L'acte uniforme a été mis en place en 2014 par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Je dois vous dire que cette organisation a mis en place 10 actes uniformes. Parmi ces 10 actes uniformes, il y a une qui concerne la création des sociétés commerciales en Afrique, y compris les sociétés mixtes. Mais vous verrez que dans cet acte uniforme, il y a 6 formes juridiques de sociétés commerciales qui sont prévues en Afrique. Et vous verrez que la notion de société mixte n'existe pas juridiquement en droit des affaires en Afrique. L'OHADA prévoit dans son acte uniforme de 2014 que la société mixte doit être publiée. Elle doit être publiée dans un journal officiel, mais elle ne prévoit pas la création et la publication d'un registre des bénéficiaires effectifs, des propriétaires ou des exploitants effectifs de la société. En ce qui concerne la qualité d'associé, pour être associé dans une société mixte, il ne faut pas être l'objet d'interdiction ou d'une incapacité ou d'une incompatibilité dans sa législation nationale. Donc, ce pouvoir de vérification préalable doit être réalisé avant la création d'une société d'économie mixte. L'acte également nous dit que le siège social de la société d'économie mixte, c'est le principal établissement de la société, c'est-à-dire le centre de direction, c'est le centre de direction administrative, le centre de direction financière. Et en conséquence, les tiers peuvent se prévaloir de ce siège social, mais ça ne leur est pas opposable, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser le siège, ils peuvent porter plainte pour une action qui a été commise au niveau de l'entreprise, mais également, ils peuvent porter plainte si le siège se trouve en dehors de celle qui a été annoncée dans les statuts de l'entreprise. L'acte uniforme nous dit également que pour créer une société mixte, il faut un apport. Chaque associé doit faire un apport à la société, mais l'acte uniforme ne nous dit pas le pourcentage qu'il faut apporter par chacun des associés. Et il renvoie au droit national, c'est-à-dire à la réglementation des États africains, de préciser le pourcentage que chaque associé devra apporter. En ce qui concerne le montant du capital, il est libre. Chaque associé peut apporter donc librement le montant qu'il veut, mais vous verrez que dans le livre, dans l'article 65 de l'acte uniforme, il est dit qu'il y a un capital minimum qui doit être apporté en fonction de la forme de société qu'on choisit, que ce soit une SA, une SARL ou une SNC. En ce qui concerne les fondateurs de la société, les fondateurs, selon l'acte uniforme, ce sont les personnes qui participent activement aux opérations pour la constitution de la société. Elles doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des États parties. C'est-à-dire que pour créer une société, il faut avoir une domiciliation sur un territoire d'un État africain qui est partie à l'acte uniforme de l'OHADA. La société également d'économie mixte, qui va être créée en Afrique, devra obligatoirement être inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier de l'État sur le territoire duquel l'activité va se dérouler. Les décisions sont collectives, c'est-à-dire que le droit de vote de chaque associé est proportionnel à sa participation au capital de la société, à moins qu'il en soit décidé autrement par l'acte uniforme. Une procédure d'alerte est prévue également. Procédure d'alerte par le commissaire aux comptes
ou par les associés. C'est-à-dire que quand il y a une situation de fraude, quand on soupçonne que les fonds sont d'origine douteuse, à ce moment-là, aussi bien le commissaire aux comptes que les associés peuvent saisir les juridictions compétentes au niveau national pour dénoncer l'origine douteuse des fonds. Également, un ou plusieurs associés peuvent demander à la juridiction compétente, au tribunal, donc, de désigner un ou plusieurs experts qui seront chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée par les tiers en cas de faute qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les formalités de la constitution de la société, l'avis donc qui doit figurer dans le journal officiel devra être signé aussi bien par le notaire que par les fondateurs de la société mixte et doit être inséré dans un journal qui est habilité à recevoir les annonces légales dans l'état partie du siège social. Donc, vous voyez que globalement, l'OHADA, dans son acte uniforme sur les sociétés commerciales, ne prévoit nullement la création d'un registre des bénéficiaires spécial. Il ne demande pas qu'on précise l'origine des fonds, par exemple. Il ne demande pas qu'on précise qui est le bénéficiaire effectif, le propriétaire effectif, l'exploitant effectif d'une société commerciale. Il y a un autre instrument qui est important ici, que je voudrais souligner ici, c'est le projet de Code européen des affaires, le European Model Company Act de 2017. Ce projet de code européen, bon, je le signale ici parce qu'il est assez important. Il a été présenté l'année dernière au Parlement européen. C'est un code qui a été mis en place à l'initiative d'une association, c'est l'association Henri Capman, je pense, je ne me rappelle plus le nom exactement, c'est l'association Henri Capitan, voilà. Et il est assez intéressant parce qu'il harmonise le droit des affaires en Europe et actuellement, donc, il est très avancé. Donc, je vous encourage à finaliser ce code européen des affaires parce qu'il prévoit l'inscription du propriétaire ou du bénéficiaire effectif dans la création d'une société ou d'une entreprise qui veut développer des affaires en Europe ou bien à l'étranger. C'est d'autant plus important qu'il existe un code des affaires. En Afrique, nous avons donc l'OHADA. Aux États-Unis, nous avons le Uniform Commercial Code. Nous l'avons en Chine et nous l'avons en Russie. Donc, ce serait dommage qu'on n'ait pas un code qui harmonise le droit des affaires en Europe. Un autre instrument important que je tiens à souligner ici, qui est en relation avec la pêche, c'est l'initiative pour la transparence des pêches, le FITI. Vous savez que le FITI, il a 12 exigences de transparence, 12 exigences parmi lesquelles les informations sur le bénéficiaire effectif. Également des informations, des exigences sur les pêches artisanales, notamment en termes du propriétaire des embarcations de pêche, le nombre d'embarcations de pêche, les zones de pêche. Je pense que ce sont des informations assez importantes qu'il faut publier, qu'il faudrait connaître. Il y a aussi pour la pêche industrielle, le nombre de navires qui est inscrit au registre maritime, le propriétaire effectif, les bénéficiaires effectifs des navires de pêche industrielle. Donc, ce serait intéressant de voir dans quelles possibilités les États peuvent être affiliés au FITI. Donc, pour les États envisageant le FITI et qui sont africains, sont en général africains, à l'exception de 4 qui sont aujourd'hui d'Amérique latine. Donc, aujourd'hui, je vous dis que l'adhésion au FITI pourrait être une probable solution pour l'accès aux informations commerciales et financières sur les sociétés mixtes, y compris
sur leurs bénéficiaires effectifs. En ce qui concerne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a d'abord l'article 63, si ma mémoire est bonne, de la Convention, qui dit qu'on ne peut accorder le droit à la pêche aux entreprises étrangères ou bien aux États étrangers que s'il y a un surplus, c'est-à-dire que s'il y a un reliquat qui n'a pas été exploité par les pêcheurs nationaux. Donc, c'est un article qui est important parce que la plupart de nos États signent, enfin, je parle des États africains, signent des accords de pêche sans se prévaloir, sans se préoccuper de la biomasse, c'est-à-dire du volume de poissons qui existent en mer. Et donc, quand je dis connaître la biomasse, c'est renforcer la recherche halieutique. Et cet élément de connaître ce reliquat par rapport à l'exploitation qui est faite par les nationaux, donc, est à signaler ici et elle a comme fondement juridique l'article 63 de la Convention sur le droit de la mer. La Convention sur le droit de la mer aussi pose un principe très important qui est l'existence d'un lien substantiel entre le navire et son propriétaire. Ça, on le trouve dans l'article 90 qui dit que pour toute activité de navigation, l'État doit pouvoir donner toute activité de navigation dans les eaux sous juridiction nationale, l'État doit pouvoir donner son pavillon, accorder son pavillon. Cette relation, donc, est définie dans ce principe directeur qui est prévu dans l'article 90. Le lien substantiel est encore revient encore dans la Convention sur le droit de la mer en exigeant que aussi bien la nationalité, l'immatriculation, le contrôle et la juridiction existent entre l'État du pavillon et donc l'État du pavillon et le navire. Il y a une autre obligation supplémentaire qui est fixée par la Convention, notamment en matière environnementale, c'est-à-dire la protection du milieu marin dans ses articles 217 et ses alinéas 1, 4, 6 et 8. Toujours pour le lien substantiel entre le navire et le propriétaire effectif, il y a le registre maritime national. Un navire qui bat pavillon d'un État devrait être inscrit automatiquement sur le registre maritime national. Donc, c'est une des conditions pour respecter la relation entre ce navire et donc l'État du pavillon. Tous ces éléments sont repris dans une convention qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires. Une convention, c'est une convention des Nations Unies du CNUSED qui date de 1986. Cette convention, malheureusement, elle n'est pas en vigueur. Là, voilà, la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires. Elle n'est malheureusement pas en vigueur à la date d'aujourd'hui. Il y a 15 États parties, dont 5 États africains. Et la plupart des États européens ne l'ont pas encore signé. Je le souligne ici parce que cette convention prévoit l'identification des propriétaires et des exploitations de navires en exigeant l'inscription de ces personnes au registre maritime national, dans son article 6. Je pense que c'est assez important. Il est très innovant par rapport à la Convention sur le droit de la mer. Et il prévoit également que l'État du pavillon doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur le navire, mais également sur le propriétaire exploitant. Donc, il met une relation entre l'État du pavillon et le contrôle du navire, c'est-à-dire le contrôle technique, mais également le contrôle sur le plan social et sur le plan économique. Et il demande cette Convention des Nations Unies aussi sur les conditions d'immatriculation, demande la participation des nationaux. Il privilégie la participation des nationaux à la propriété donc des navires
et aux équipages. Je vous cite ici l'article 8 de cette convention qui dit que l'État du pavillon fait figurer dans ses lois et règlements des dispositions appropriées sur la participation de ses nationaux en tant que propriétaires des navires qui battent son pavillon et sur le niveau de cette participation. Donc, il insiste sur la participation des nationaux en tant que propriétaires. Donc, les effectifs, c'est-à-dire l'équipage, en général, est constitué par des nationaux et des personnes domiciliées ou ayant légalement leur résidence dans l'état d'immatriculation du navire. Donc, cette convention est une bonne avancée par rapport à la Convention sur le droit de la mer en termes d'identification du propriétaire et du bénéficiaire effectif du navire. Maintenant, quelques lois nationales. Bon, j'ai cité ici la Mauritanie. Là, pour la Mauritanie, le navire doit appartenir pour au moins 51% des actions ou des parts sociales à des Mauritaniens. J'avance toujours pour la Mauritanie. La réglementation, le code de la marine marchande nous dit qu'ils peuvent être mauritanisés les navires étrangers affrétés contenus, les navires destinés à appartenir à des Mauritaniens ou les navires qui, sur demande du ou des propriétaires ou des copropriétaires de navires possédant la nationalité mauritanienne, donc pourront demander la mauritanisation du navire. Pour la Côte d'Ivoire, l'ivoirisation d'un navire est possible si le navire appartient pour au moins un tiers à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou est armé par un personnel composé à 100% d'Ivoiriens pour les officiers et 75% au moins d'Ivoiriens pour les autres membres de l'équipage. Pour le Togo, toujours pour le code de la marine marchande, le navire doit appartenir pour 50% au moins de la valeur du navire à des Togolais ou des ressortissants d'un État membre de la CEDEAO ou appartenir à une société ayant son siège au Togo sans condition de pourcentage et dont le contrôle est assuré par des Togolais ou des ressortissants d'un État membre de la CEDEAO. Pour le Sénégal, la sénégalisation d'un navire est possible si le navire appartient à 51% au moins à des Sénégalais ou ressortissants d'un État membre de la CEDEAO ou appartient pour 100% à une société ayant son siège social au Sénégal. Vous voyez que pour tous ces pays africains en général, il n'y a aucune précision sur les bénéficiaires effectifs. Donc, les sociétés mixtes prolifèrent, mais il n'y a aucune condition de préciser le propriétaire effectif ou le bénéficiaire effectif. Ça, ce sont donc des constatations générales qui découlent donc des présentations que je viens de vous faire. Maintenant, les recommandations que je souhaiterais vous faire rapidement, c'est de pousser pour qu'au niveau de l'acte uniforme de l'OHADA, l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, qu'on introduise la notion de registre des bénéficiaires effectifs. Parce que si c'est fait au niveau continental, au niveau africain, on pourra l'avoir au niveau national dans la réglementation nationale. Je voudrais recommander également qu'on renforce le filtrage des investissements directs en Afrique. Le filtrage, parce qu'il y a énormément de sociétés mixtes en Afrique actuellement, mais on ne connaît pas l'origine des fonds. On ne sait pas à qui appartiennent effectivement ces sociétés. Donc, le principe du filtrage des investissements directs étrangers en Afrique devrait être renforcé. D'ailleurs, en Europe, nous avons le règlement de l'Union européenne 2019-452 qui prévoit le filtrage des investissements directs en Europe. Je voudrais également recommander de promouvoir l'accès à l'investissement, le financement bancaire pour faciliter l'acquisition des navires, parce que les États africains, malheureusement, n'ont pas les moyens d'avoir une flotte nationale. Donc, la plupart des flottes, donc, ce sont des flottes, surtout les flottes industrielles, ce sont des flottes donc, étrangères.
Fixer également le statut juridique du concept de lien substantiel. À la date aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire juridiquement, le statut juridique de lien substantiel. Le tribunal international des droits de la mer a eu à se prononcer sur plusieurs affaires, mais n'a jamais pu définir juridiquement ce que c'est que le lien substantiel, c'est-à-dire la relation entre le navire et son propriétaire. Ensuite, l'autre recommandation, c'est la cogestion. On en a parlé ces jours-ci. La cogestion, c'est promouvoir aujourd'hui la pêche artisanale pour qu'elle participe davantage dans la gestion des ressources. Parce que, comme vous le savez, la pêche artisanale est l'élément majeur qui participe à la sécurité alimentaire dans nos pays. Adopter donc et opérationnaliser le FITI, donc le FITI au niveau national, et promouvoir la société nationale comme une stratégie privilégiée, c'est-à-dire encourager les États africains à acheter des navires, des navires, c'est-à-dire pour développer la flotte nationale. Promouvoir aussi l'acceptation de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche de juin 2022, parce que cet accord de l'OMC permet de lutter donc contre la pêche INN. Autre recommandation, c'est la finalisation et l'adoption du projet de code européen des affaires auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et je voudrais vous suggérer de faire une évaluation des pertes fiscales causées par les sociétés écrans, c'est-à-dire les sociétés mixtes fictives qui existent dans la pêche en Afrique. Je pense que ça, c'est un travail qu'on pourrait confier à l'Axe AfriFishNet, Comafat et l'Union européenne, je pense, et l'Union européenne. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup Dienaba. Je crois que c'était vraiment important de repréciser les différents instruments juridiques qui existent à différents niveaux et de voir dans les éléments qui vont être soulevés plus tard, les enjeux, les difficultés, si ça soulève la question de la mise en œuvre de certains instruments ou la non-finalisation de certains instruments ou peut-être le fait que certains instruments ne sont pas complètement adaptés. C'est important aussi parce que ça remet en contexte la question qu'on discute aujourd'hui, qui est la question de la constitution et de l'opération des sociétés mixtes européennes dans les pays africains. Ça ne se passe pas dans le vide. Ça se passe dans un contexte où il y a beaucoup d'autres sociétés mixtes qui existent. Avec, bon, là, tu as cité tout à l'heure dans ta présentation la Chine, la Russie. On sait que ces acteurs sont importants aussi au niveau africain. Donc, quand on discute de priorités, de standards, de conditions, il faut bien avoir en tête que ce qu'on voudrait, c'est pas seulement pour les sociétés mixtes européennes, mais c'est pour toutes les sociétés mixtes. Parce que ce n'est que si tout le monde applique les mêmes règles en termes de durabilité, de transparence, etc., que les choses peuvent évoluer dans un sens positif. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et finalement, je passe la parole à Madame Isabelle Garzón, qui est de la DG Mare, qui vient de l'Union européenne. Je suis désolée, j'ai perdu mon papier, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si vous voulez bien vous présenter rapidement, et qui va nous partager ses réflexions en tout cas sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame Garzón. Merci, bonjour à tous. Oui, Isabelle Garzón de la DG Mare, la direction internationale de la DG Mare. Tout d'abord, merci de nous inviter à participer à cette réflexion, dont je comprends que c'est l'engagement d'un dialogue et il est bienvenu à travers entre différents secteurs de la société qui ont besoin effectivement de se comprendre. Et nous-mêmes, nous vous remercions, nous sommes là et je suis là pour écouter. Je ne vais pas faire une présentation, je vais surtout poser des questions et écouter tout au long de la journée pour apprendre de vos échanges et surtout des exemples dont je me réjouis à l'avance. Je voudrais d'abord préciser que tout au long de la journée, je serai très intéressée, je pense qu'il sera très intéressant de réfléchir à de quoi l'on parle quand on parle de société d'investissement. Et je ne dirais pas sous la forme juridique, mais je dirais sous la forme, enfin bien sûr sous la forme juridique, mais mon intérêt aussi, ce sera de savoir à quel endroit l'on se place de la chaîne de valeur. Est-ce que c'est l'extraction, on parle de pêche, ou disons la production, parce qu'on peut parler aussi d'aquaculture, n'est-ce pas, ou la transformation, ou la commercialisation, ou les trois, mon capitaine.
Voilà, donc ça, je pense que c'est important parce que je me demande et j'aimerais savoir, et je pense que nous aimerions savoir dans quelle mesure les enjeux sont les mêmes, différents ou pas. Enfin, voilà. Alors maintenant, les questions. Les questions que nous nous posons, que je me pose et dont cette journée et la suite des dialogues et des travaux, nous aimerions pouvoir trouver quelques réponses ou quelques éléments de réponse. J'ai bien vu les objectifs tracés par comme début comme objectif final de ces travaux. Donc, la première question, c'est pourquoi l'Union européenne devrait-elle avoir une approche spécifique à la pêche en ce qui concerne l'investissement responsable et durable dans les pays partenaires avec lesquels elle entretient des relations? Après tout, l'Union européenne a un très grand nombre d'accords commerciaux bilatéraux ou d'investissements qui sont eux-mêmes chargés disons, promouvoir, transposer d'un côté les normes et les objectifs européens, de l'autre côté, permettre aux pays partenaires de développer leurs propres structures et cadres juridiques pour attirer l'investissement étranger. Par ailleurs, si l'on parle plus spécifiquement d'Afrique, nous sommes évidemment un partenaire en développement avec des soutiens financiers, techniques et de développement majeurs qui, évidemment, offrent et sont utilisés d'ores et déjà pour soutenir les pays à mettre en place les institutions qui conviennent, les infrastructures de tous ordres qui conviennent pour soutenir l'investissement étranger. Donc ça, c'est la première question. Il existe déjà beaucoup de choses. Et c'est une politique de l'Union européenne que de favoriser l'investissement étranger durable et responsable dans les pays en développement et particulièrement nos partenaires africains. Deuxième question, elle a déjà été évoquée, mais je pense qu'elle est aussi un pilier de ce que nous allons écouter et regarder. C'est évidemment comment assurer que les ressources halieutiques disponibles, ou plus exactement en depletion, surpêchées, soient proportionnées aux capacités de production ou vice-versa. Les capacités de production, si je comprends bien, l'investissement, c'est fait pour renforcer les capacités de production. Donc, comment s'assurer que ce rapport entre croissance des capacités de production, quelle qu'elle soit, via l'investissement étranger, reste proportionnel à la disponibilité de ressources? Et là, évidemment, il faut distinguer beaucoup de choses, et on a commencé à l'évoquer, mais je pense que ce sont des cas distincts dont les enjeux sont très différents et majeurs. D'un côté, nous avons effectivement les accords de partenariat de pêche soutenable de l'Union européenne qui, eux, sont transparents et s'efforcent, mais je pense répondent aux obligations de la Convention sur le droit de la mer pour ne pêcher que les surplus. De l'autre côté, quand on parle de société mixte, nous parlons évidemment de responsabilité d'acteurs privés. Donc là, il y a qui répondent ou qui travaillent sous le cadre juridique national, des juridictions nationales. Donc, il y a évidemment, je pense que je fais écho ici à mes intervenants précédentes, le souci, le souci des faibles capacités de gestion et de contrôle des pêches, que ce soit des flottes nationales que, bien évidemment, des flottes étrangères, dans les eaux nationales des pays partenaires. La même chose, mais si l'on souhaite élargir la focale, et il faut élargir la focale au niveau national, un certain nombre de zones dans les pays africains, enfin aux côtes africaines, se caractérisent par des faibles capacités de gestion régionale des pêches, en termes d'organisme régional de gestion des pêches. Et puis la crainte d'une sorte de course au moins 10 ans
si l'on s'imagine que dans une même zone de pêche, région de pêche, chacun des pays se mettait à offrir, à concurrencer, se mettre en compétition avec les pays voisins pour attirer l'investissement étranger, dans un cadre national et régional qui ne gère pas la ressource. Donc, la question de savoir, quid d'une éventuelle approche régionale ou d'une concertation régionale, au niveau régional, des politiques et des stratégies nationales. Troisième question, elle a été évoquée, mais là, elle est également un des piliers de nos approches et de nos réflexions pour le futur, c'est comment on fait progresser la transparence dans un contexte de cadre juridique en matière de pêche comme en matière de droit des affaires et qui est très faible. Alors, 2 points, ils ont été, l'un a bien déjà été évoqué, mais je souligne que nous nous interrogeons également, évidemment. La question des bénéficiaires effectifs de la possession d'une entreprise est centrale, est au cœur de à la fois la lutte contre la pêche illégale, mais aussi la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour l'Union européenne, c'est clair. Pour les agences internationales qui y travaillent, c'est tout aussi clair. Donc, comment une action ou un engagement, là je parle au niveau de l'Union européenne dans ces instances, pourrait-elle améliorer les cadres nationaux existants si ça n'est pas fait ou promu dans le cadre de relations avec d'autres pays tiers, par les pays nationaux, les pays africains eux-mêmes. Deuxième point, sous la question de la transparence, j'attire votre attention sur la réglementation européenne, cette fois-ci strictement européenne, concernant la lutte contre la pêche illégale, le fameux règlement contre la pêche illégale. Il prévoit que les nationaux de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, ne peuvent en aucun cas s'engager, soutenir la pêche illégale. Et le concept de soutien inclut la participation et le bénéfice effectif dans une société, que ce soit dans l'Union européenne ou à l'étranger. Et avec la révision qui vient d'être adoptée l'année dernière, la disposition concernée, l'article 38, prévoit que dès lors qu'un pays étranger, un pays tiers, aura été considéré comme non coopératif, donc listé, ce ressortissant européen bénéficiaire effectif aura l'obligation de déflaguer, désenregistrer, retirer le navire qu'il possède, en tout ou partie, du pays ainsi listé. Donc, je vous invite à vérifier la liste des pays déjà listés et de ceux qui vont venir. Et nous allons un peu regarder la carte géographique de ces pays pour la suite de nos réflexions. Et donc, pourquoi des investisseurs étrangers? La question, la sous-question, c'est pourquoi des investisseurs étrangers, des investisseurs européens prendraient-ils le risque de s'engager en tant que bénéficiaires effectifs dans un certain nombre de pays dont ils savent que l'Union européenne entretient des relations de dialogue peut-être souvent musclées, sans parler même du listing, mais de dialogue musclé en matière de lutte contre la pêche illégale. Dernière question, et pas la moindre. Quels sont les bénéfices ou les sociaux à attendre pour les communautés et les travailleurs du secteur, de la filière, à la fois dans l'Union européenne et dans les pays récipiendaires?
est-ce qu'il est raisonnable d'assumer que les investisseurs européens, en allant mettre leurs intérêts à l'étranger, vont de fait réduire, d'une manière ou d'une autre, leur capacité de production dans l'Union européenne et donc l'emploi. Puisque potentiellement, est-il raisonnable de penser qu'il s'agit d'être plus près de la ressource, donc réduire les coûts de ce point de vue-là, et produire à des coûts plus bas dans les pays tiers dont on parle. Pour en fait réexporter vers l'Union européenne, voire plus facilement vers des pays tiers autres que l'Union européenne. Quelles sont les stratégies de coûts, de commercialisation et les impacts sociaux en Europe? Bien évidemment, deuxième sous-question, qu'ont les communautés locales africaines, nous parlons d'Afrique un peu plus spécifiquement aujourd'hui, les pêcheurs, les travailleurs du reste de la filière, à gagner à plus de production locale. C'est évidemment un enjeu clé en termes d'emploi, en termes de salaire, etc. Bien sûr. Mais plus de production locale veut dire plus de production locale de quoi? S'agit-il de renforcer encore ou de développer, par exemple, la pêche et la transformation des petits pélagiques pour l'alimentation, pour l'aquaculture? Et vers quelle destination? L'Europe, ailleurs que l'Europe, pour l'aquaculture. S'agit-il de, au fond, développer des usines de transformation de thon pour le consommateur européen, plutôt que peut-être des petits pélagiques pour la consommation humaine africaine? Quelles sont ces stratégies-là et dans quel cadre, donc, est-ce que ça peut ou pas aboutir à des bénéfices économiques et sociaux pour les économies et sociétés africaines? Troisième sous-question dans ces stratégies, dans ces questions économiques, comment se fait-il que dans le cadre des accords de pêche soutenable de l'Union européenne, où il y a des dispositions sur l'investissement, il n'y a pas, à notre connaissance, de demande structurée ou d'actions structurées pour les utiliser, soit de la part de l'industrie, d'où qu'elle vienne, ou d'où qu'elle soit implantée, soit de la part des autorités publiques de la pêche ou autres dans les pays partenaires. Autre que, pour avoir tout à fait les cartes en jeu, autre que, mais ça a été déjà mentionné, le développement d'infrastructures. À qui sert ce développement des infrastructures? Payé par l'Union européenne, par exemple. Voilà, donc j'ouvre complètement les cartes de nos propres interrogations et j'espère que au cours de ces travaux, en tout cas nous, égoïstement, nous en retirerons quelques éléments, mais j'espère aussi qu'elles pourront aussi vous être utiles ou nous être utiles pour guider un peu nos travaux. Deux points finalement de réaction, d'information par rapport à ce qui a été dit ou de réaction à ce qui a été dit simplement. Première chose, la convention de la CNUSED, elle est morte-née et pour des enjeux de débats idéologicaux et de concurrence économique féroce de toutes les puissances maritimes existantes au would-be à l'époque. Et peut-être faut-il y regarder à nouveau, mais peut-être qu'il faudra aussi réfléchir à des voies et moyens différents pour atteindre peut-être effectivement des objectifs similaires. Mais voilà, c'est pour que l'audience soit tout à fait au courant. Voilà, il semble assez peu réaliste de penser qu'on va exhumer et descendre cette convention. Néanmoins,
il y a du grain à moudre. Et il y a tellement du grain à moudre que le deuxième point que je voulais faire, c'est vous informer, si vous n'êtes pas informé, que la Commission, un gros travail interservice de la Commission européenne a lancé au début de cette année une étude sur les pavillons de complaisance, pour dire les choses brèves. En d'autres termes, sur les registres ouverts, comme l'on dit, d'enregistrement des navires et leurs effets sur les obligations de l'État du pavillon. C'est un engagement que nous avions pris au titre de la communication de 2022 sur la gouvernance internationale des océans. C'est une vaste étude qui est en cours, qui trace une longitudinale à travers tous les secteurs, à travers tous les enjeux que ça pose, et qui a pour ambition déjà de poser sur la table de la Commission, des services de la Commission, mais sans doute sera-t-elle publiée, donc aussi pour ouvrir une discussion à l'horizon de l'année prochaine, mais elle est en cours. Donc vous voyez que ces problématiques, nous y travaillons également, et une journée comme aujourd'hui contribuera beaucoup à enrichir ces réflexions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Je crois que c'était vraiment la meilleure façon de faire les choses, c'est d'amener ces questions. Ça résonne aussi par rapport à la raison d'être du Conseil consultatif, qui est de partager des avis avec la Commission par rapport aux questions que vous posez. Et donc, je crois que ça va nous servir beaucoup pour nous guider dans le dialogue aujourd'hui, mais c'est un dialogue qui va se continuer. Donc, je pense qu'on va se servir abondamment des questions que vous posez pour enrichir nos réflexions. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup à toutes les panélistes. Voilà, une panel plus ou moins quasiment féminin, si Ivan. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas de temps pour les questions à cette heure-ci parce que voilà, on a beaucoup d'informations à vous partager. On va changer de panel, donc vous avez 1 minute pour prendre quelques grandes respirations en attendant le prochain panel. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas.